Alors bonsoir à tous, merci de m'accueillir parmi vous. Ce soir, je vais vous parler donc de ma passion. Donc c'est toujours très agréable de parler de ses passions. On va parler donc de Bitcoin, de blockchain, de crypto-monnaie. Ce sont peut-être des termes, des mots que vous avez entendus une fois ou deux. Peut-être Bitcoin, peut-être un peu moins le mot blockchain, qui est un petit peu moins connu. Voilà, donc on va parler de ça. Juste une petite précision avant de démarrer. On m'a demandé de faire court, donc j'ai réussi à vous condenser ce sujet, ce qui est pas très évident à faire parce que le sujet est très vaste, très riche et on peut en parler pendant des heures, mais on n'est pas là pour ça. Donc j'ai essayé de vous faire une présentation la plus courte possible en parlant vraiment des fondamentaux, des bases, des éléments essentiels à retenir, surtout ce qui concerne Bitcoin et les crypto-monnaies. Pour parler des crypto-monnaies, on est un peu obligé de parler de Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est la première crypto à avoir été inventée. Ça date donc de 2009. Et pour comprendre l'univers des blockchains et des crypto-monnaies, il faut comprendre ce que c'est que Bitcoin. Donc j'ai pas mal orienté la présentation sur Bitcoin, et on parlera un petit peu après de l'écosystème des crypto-actifs, et éventuellement de ce marché, donc de ce nouveau marché d'actifs, qui présente beaucoup d'opportunités, notamment des opportunités d'investissement, mais pas que d'investissement. Alors, si on devait résumer Bitcoin en une seule phrase, on dirait ce que dit Jacques Favier, qui est un des acteurs de l'écosystème crypto en métropole, quelqu'un d'assez connu en France. Lui, il a une phrase toute simple qui est de dire Bitcoin, c'est un réseau qui permet de s'envoyer des bitcoins. Ça, c'est la phrase la plus courte et la plus simple qu'on peut utiliser pour expliquer ce que c'est que Bitcoin. Sachant qu'évidemment, ça suffit pas, il faut aller plus loin. Alors, on a Bitcoin avec un B majuscule qui va désigner le réseau. Et puis Bitcoin avec le B minuscule qui va désigner donc l'unité de valeur qu'on va pouvoir s'envoyer. La particularité de Bitcoin, c'est que c'est plusieurs choses à la fois. On peut pas le résumer en fait en une seule phrase, comme je viens de le faire, c'est compliqué. En fait, c'est plein de choses en même temps. Donc il faut passer un tout petit peu de temps pour rentrer dans le détail. D'abord, c'est un protocole. La première chose, c'est que c'est un protocole informatique. Donc un protocole, vous savez tous ce que c'est qu'un protocole, vous les utilisez tous les jours au quotidien dans plein de domaines différents. Là, en l'occurrence, dans l'informatique, on va avoir donc un ensemble de règles qui permettent de créer donc un cadre qui va permettre aux ordinateurs d'échanger entre eux et donc de pouvoir communiquer entre eux. C'est aussi un réseau avec une communauté qui ne fait que grandir. Au tout départ, évidemment, en 2009, évidemment, personne ne connaissait, donc c'était très très peu connu. Et il y avait quelques informaticiens qui s'occupaient de ce réseau et qui l'utilisaient. Et puis petit à petit, la communauté a grandi au fil du temps. C'est aussi un moyen de paiement alternatif qu'on peut utiliser comme moyen de paiement, on y reviendra tout à l'heure. C'est aussi potentiellement une réserve de valeur. Bitcoin, c'est un actif numérique qui est coté, il est coté sur des places de marché, et il a donc une valeur qui fluctue au fil du temps, et qui est donc gérée par l'offre et la demande tout simplement. Et on s'aperçoit maintenant qu'on a 10 ans de recul, puisque ça fait 10 ans que Bitcoin existe, que c'est en train de devenir de plus en plus une réserve de valeur. On le compare beaucoup à l'or, on dit c'est de l'or digital ou de l'or numérique, c'est un petit peu le petit nom qu'on lui donne. Et c'est également un moyen de diversifier son portefeuille. Si jamais on est donc investisseur et qu'on veut investir son capital, on peut investir une partie de son capital dans l'immobilier, dans les assurances vie, dans la bourse, dans ce que vous voulez, et puis on peut utiliser une petite partie de son capital pour diversifier ses placements. Alors, selon le créateur qui s'appelle Satoshi Nakamoto, c'est un pseudonyme. Lui, en fait, dans son white paper, qui est le document qu'il a mis en ligne à l'époque, il le décrit comme peer-to-peer electronic cash system, c'est-à-dire donc un système de cash électronique qu'on va pouvoir donc s'échanger en pair à pair, c'est-à-dire directement sans passer par personne. Donc ça veut dire qu'on a un système d'échange de valeur en peer-to-peer, c'est la base du système. On passe pas par une banque, on a un réseau qui est entièrement décentralisé, on n'a pas de banque, on n'a pas de tiers de confiance, on n'a pas d'autorité centrale, il n'y a pas un serveur central qui va servir des bitcoins. On a un système qui est entièrement décentralisé, que les utilisateurs peuvent utiliser entre eux pour s'échanger donc de la valeur en direct. Et on a donc un système qui est donc un logiciel, c'est un logiciel informatique tout simplement, qui est donc open source. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que l'open source, ce sont des logiciels qui sont ouverts, il y a marqué open, ouverts à tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut lire le code, il n'appartient pas à une personne, il n'y a pas de droit réservé et on n'a pas besoin de le payer. C'est quelque chose qui est mis sur le réseau et qui est à la disposition de tout le monde. Chacun peut le copier, le prendre, le mettre dans son ordinateur et faire ce qu'il veut avec. Donc voilà un petit résumé un petit peu rapide de ce que c'est que Bitcoin. Alors, les caractéristiques de ce réseau pour s'envoyer de la valeur,
Bien sûr, donc première caractéristique, c'est la rapidité. Si aujourd'hui je vais envoyer de l'argent à mon grand frère qui habite à Paris, je passe par mon banquier et je fais donc un virement bancaire. Et ce virement bancaire, il va arriver sur son compte entre 3 et 5 jours après. Avec Bitcoin, on est de l'ordre de 10-15 minutes environ. Il est sécurisé, j'y reviendrai après pour le côté sécurité. Et puis, il est économique. Si je passe par une banque, la banque va me facturer des frais de transaction de X dizaines d'euros ou X milliers de francs CFP. Dans le réseau Bitcoin, on a un système de transfert de valeur qui se fait avec des frais extrêmement bas, de l'ordre de quelques centimes. Alors, beaucoup de gens ne savent pas que c'est un mariage Bitcoin. En fait, c'est pas une seule technologie. Satoshi Nakamoto, qui est donc la personne ou les personnes, on ne sait pas de qui il s'agit, qui ont créé donc le réseau, se sont inspirés en fait de 4 technologies qui existaient auparavant. La première technologie, je vous en ai parlé, c'est le réseau peer-to-peer. Alors là, à gauche de l'écran, vous avez un schéma qui est vraiment très simplifié volontairement pour expliquer la différence. À gauche, vous avez un schéma traditionnel, c'est-à-dire centralisé. On a un serveur central qui va donc communiquer avec des ordinateurs et qui va être donc les clients, on va dire les clients pour simplifier. Et puis à droite, vous avez un schéma tout simple de réseau peer-to-peer qui vous montre en fait que les ordinateurs donc communiquent entre eux directement sans passer par une unité centrale. La deuxième technologie, c'est la cryptographie asymétrique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu technique, mais c'est la science du chiffrage, c'est-à-dire on chiffre des données pour les faire transiter dans un réseau. En l'occurrence, dans le réseau Bitcoin, il s'agit de la cryptographie asymétrique avec un système de clés publiques, clés privées. On part d'un message en clair. On va donc pouvoir le chiffrer avec les clés, le système de clés publiques, clés privées. On va le déchiffrer donc avec la clé privée, qui est en fait l'équivalent d'un mot de passe ou d'une signature électronique. La troisième technologie qui est la fameuse blockchain, ça c'est un terme qui a été quand même pas mal employé, notamment en métropole en 2017 au moment de la flambée des crypto-monnaies et en 2018. Donc la fameuse blockchain, c'est quoi? En fait, c'est un registre. Il faut le voir un peu comme un grand livre de comptes sur lequel on va enregistrer donc toutes les transactions qui sont réalisées dans le réseau. Donc on va enregistrer ces transactions. Ce registre, il est public, il est distribué. Dans le cas de Bitcoin, c'est une blockchain publique. Ça veut dire que tous les utilisateurs du réseau ont accès au registre et peuvent vérifier la validité des transactions, peuvent vérifier qu'il n'y a pas de transactions frauduleuses, qu'il n'y a pas d'erreur et qu'il n'y a pas d'invention ou de choses comme ça. Donc c'est ça la fameuse blockchain dont tout le monde parle et je vais y revenir tout à l'heure. Et puis la quatrième technologie, c'est ce qu'on appelle la preuve de travail, on appelle également le minage, c'est-à-dire que dans le réseau Bitcoin, vous avez un certain nombre d'acteurs qu'on appelle des mineurs, qui vont en fait faire travailler des ordinateurs qui réalisent des calculs informatiques, des calculs mathématiques, et qui permettent en fait de valider les transactions et de sécuriser le réseau par ce biais-là. On les appelle les mineurs pour faire une analogie avec l'or. Si vous êtes chercheur d'or, vous allez creuser pour aller chercher l'or, et vous allez creuser dans la mine pour aller chercher de l'or. Le principe du travail des mineurs, c'est qu'à partir du moment où ils valident les transactions, ils reçoivent des bitcoins. C'est la seule production monétaire de bitcoin. On reçoit des bitcoins quand on valide donc des blocs de transactions. Donc le principe de transaction il est assez simple. Je vous le fais vraiment très rapidement. A effectue une transaction verbée, donc ça veut dire que on envoie une transaction qui est envoyée directement donc sur le réseau, sur la totalité du réseau en une seule fois. Les transactions sont regroupées dans un bloc. Le bloc est validé donc par les nœuds du réseau, donc les fameux mineurs dont je viens de parler, mais pas que les mineurs, au moyen donc de techniques cryptographiques. Et puis le bloc, une fois qu'il est validé, il est rajouté à la chaîne de blocs, il est attaché au bloc précédent grâce à ces techniques cryptographiques qui permettent de le rendre totalement sécurisé. Et donc la blockchain, comme je disais, donc à laquelle tous les utilisateurs ont accès, de manière à vérifier la validité des transactions. Et ensuite, donc B reçoit la transaction de A. Donc ça, c'est le principe de transaction très schématique dans le réseau Bitcoin. La production monétaire, donc la particularité de Bitcoin, c'est que Satoshi Nakamoto, lui, a mis au point donc un algorithme qui permet donc de produire des bitcoins quand on mine des blocs. Et on est donc sur un total de 21 millions, qui est le maximum de production et qui se fait sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'au départ, quand le réseau a été mis en ligne, donc en 2009, on a une production de bitcoin qui est très forte de manière à ce qu'il y ait le plus possible de bitcoin en circulation au départ. Et petit à petit, ça se raréfie dans le temps. On part avec, au départ, il y avait donc 50 bitcoins qui étaient reçus par le mineur qui validait un bloc. 4 ans après, les récompenses est divisées par 2, on passe à 25. Aujourd'hui, on est à 12,5 et on va passer à 6,25 donc au mois de mai 2020. Voilà. Donc l'idée, c'est que on crée en fait une rareté
Et plus les gens donc vont utiliser le réseau, plus il y aura de la demande et plus le cours du Bitcoin est censé monter. Et les bitcoins sont valorisés sous cette forme-là. Et donc on a cet effet de rareté avec 21 000 bitcoins maximum qui seront donc créés et pas un de plus. Voilà. Actuellement on a 17,6 millions en circulation, ce qui est pas tout à fait vrai. En fait, il y a 17,6 millions de minés, mais pas vraiment en circulation parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de bitcoins qui ont été perdus, qui ont été volés, des gens qui ont perdu leurs clés privées, donc ils n'ont plus accès à leur bitcoin. Et donc en réalité, il y en a probablement aux alentours de 14 ou 15 millions en circulation pour le monde entier. Alors en quelques chiffres très rapidement, on a donc 11 000 nœuds. Ce qu'on appelle les nœuds, ce sont des endroits sur la planète où les ordinateurs donc vont faire travailler le logiciel à 100%. On a 11 000 nœuds donc qui sont répartis un peu partout. On estime à peu près à 45 millions d'adresses Bitcoin, on va dire partout dans le monde. On a 7 transactions par seconde, donc c'est le maximum que peut réaliser le réseau Bitcoin, qui est un des problèmes auxquels on est confronté, puisque c'est très faible par rapport au réseau Visa, Mastercard ou PayPal, où on a évidemment des transactions beaucoup plus importantes, plusieurs milliers par seconde. Là, dans le réseau Bitcoin, c'est une problématique à laquelle pour laquelle travaillent beaucoup d'ingénieurs et d'informaticiens depuis des années. Ils sont en train de régler ça avec une surcouche protocolaire qui s'appelle le Lightning Network, qu'ils sont en train de mettre en place et qui est très très prometteuse, qui va permettre d'augmenter donc le nombre de transactions par seconde. Et tout ça donc a donné naissance à un nouveau marché, puisque comme je disais tout à l'heure, le logiciel Bitcoin, vous pouvez le copier, le modifier comme vous le souhaitez, changer des fonctionnalités et après le proposer à d'autres personnes si vous voulez créer un réseau d'échange de valeurs. Et donc c'est ce qui s'est produit. Aujourd'hui, on a 2000 cryptoactifs qui sont cotés et on a une capitalisation globale donc qui est montée jusqu'à 800 milliards de dollars fin 2017. Là, on est redescendu à 200 milliards. Donc les 800 milliards, c'était vraiment le pic de fin 2017 où les cours sont montés de manière un peu parabolique. On va le regarder après. Et aujourd'hui, on est à peu près aux alentours de 200 milliards de dollars actuellement au niveau du marché. Alors donc en résumé, on a quoi? On a donc un système d'échange de valeurs en pair à pair qui peut éventuellement donc servir de système de paiement. On peut payer des choses sur Internet, beaucoup de choses avec Bitcoin. Il y a aussi des commerces qui acceptent Bitcoin. Donc on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure si vous voulez. On a un réseau donc qui est entièrement décentralisé, indépendant et donc sans tiers de confiance. On a donc aucun organe de contrôle, banque, gouvernement ou État qui a le contrôle donc sur le réseau. On a donc un réseau qui par définition est résistant à la censure, c'est-à-dire que si aujourd'hui je suis un État et que je décide, je dis Bitcoin c'est pas bien le réseau Bitcoin parce que j'ai pas envie que les gens puissent échanger de l'argent entre eux, je veux qu'ils utilisent ma monnaie souveraine, à ce moment-là il faut que je coupe Internet. Ce serait la seule solution pour empêcher les gens de l'utiliser. Il faudrait arrêter Internet au niveau de la planète. Et encore, même si on arrêtait Internet, on pourrait pas vraiment, parce que depuis l'année dernière, on s'est aperçu qu'on pouvait également faire travailler le réseau Bitcoin via des satellites. Donc, on peut envoyer des Bitcoins via des satellites. Donc, ça veut dire que si je voulais vraiment tuer le réseau, il faudrait que je coupe Internet et que j'envoie des missiles sur les satellites. Voilà. Donc, ça paraît un petit peu difficilement imaginable. Donc, c'est quelque chose qui appartient à ses utilisateurs. Voilà, quelque chose d'indépendant. Et puis, on a quelque chose qui est donc au final rapide, économique, sécurisé, infalsifiable grâce aux techniques cryptographiques. Là, dans cette présentation qui est courte, j'ai pas le temps de vous rentrer dans le détail, mais on a quelque chose qui est infalsifiable grâce à des techniques bien précises. On a un réseau, on a un logiciel donc open source comme je disais tout à l'heure, et on a quelque chose donc qui est complètement transparent puisque c'est un réseau donc qui est public. Et une réserve de valeur donc puisqu'on a une production limitée qui permet donc de créer un effet de rareté. Alors, on peut l'utiliser comme moyen de paiement. Si vous voulez l'utiliser comme moyen de paiement, il vous suffit de télécharger un porte-monnaie électronique, donc ce qu'on appelle un wallet. C'est gratuit, il y en a des dizaines. On va sur Internet, on télécharge ça prend 3 minutes. Et en 3 minutes, je deviens mon propre banquier. C'est-à-dire, en 3 minutes, j'ai un portefeuille électronique dans mon téléphone. Et ça me permet de recevoir des bitcoins ou de les envoyer à quelqu'un qui a aussi un portefeuille électronique. Ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble une adresse bitcoin. Voilà, considérez-le comme votre numéro de compte bancaire. Ça revient un petit peu à ça. Et donc, il me faut un jeu de clés public, clé privée, donc qui est donné par ces petits logiciels qu'on appelle des wallets. Donc, la clé publique, en fait, c'est mon adresse Bitcoin, et la clé privée, c'est mon mot de passe qui me permet, en fait, de dépenser mes Bitcoins. Alors, la question, c'est est-ce qu'il serait intéressant d'investir dans les cryptoactifs? Ça, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement, puisqu'aujourd'hui, on est sur un marché qui est de plus en plus, je dirais, qui intéresse de plus en plus les institutionnels, comme on va le voir dans une seconde. Et la grande question qui était posée au moment de la flambée des cours, ce qui a permis de faire parler de Bitcoin, c'était est-ce que c'était une bulle spéculative? Sous-entendu, est-ce que
On a une bulle qui gonfle et puis après qui éclate, et après on a un actif qui arrive à zéro et qui n'a plus aucune valeur. En réalité, c'est pas tout à fait ça. On peut pas dire que ce soit une bulle spéculative, on peut dire que c'est une suite de bulles spéculatives, puisque ça a commencé en 2011 avec une première montée en charge, donc de plus 41 000% du cours des bitcoins, à partir du moment où on a donc les premières plateformes d'échange qui ont été créées sur Internet en fin 2009, début 2010. Donc en septembre 2010, on a eu comme ça une flambée des prix. Et puis après, on a eu une chute, comme la plupart du temps. Vous savez que à chaque fois qu'un actif monte en bulle et crée comme ça une espèce de courbe parabolique, il y a toujours une chute derrière. C'est comme en bourse, hein, c'est le même principe. Il y a aucune différence. Ça marche sur tous les marchés. Donc ça, c'était la première bulle de 2011. Après, on a eu une en 2013 qui est à peu près du même genre, donc plus 11 000%. Et puis après, une chute de moins 70%. Ensuite, il y a une troisième bulle en 2013. Donc je crois que c'était à partir de juillet 2013, non, à partir de octobre 2013. Donc plus 16 000%. Et puis après, on a une chute importante donc du cours qui est descendue de moins 84%. La dernière bulle, c'est celle dont vous avez peut-être entendu parler parce que c'est la plus récente. C'est celle qui date donc de 2007 ou fin 2017, où on a donc un Bitcoin qui au début de l'année 2017 valait $1 000 et on a terminé à $20 000 le 17 décembre, pour ensuite donc avoir une chute et perdre 85% de sa valeur. Il est descendu jusqu'à $3 000 au mois de novembre dernier et là il est remonté, on est aux alentours de $5 000 actuellement. Alors en fait la question c'est est-ce qu'on n'aurait pas un zéro de plus tous les 2 ans? C'est-à-dire que jusqu'à présent en fait c'est un actif qui a évolué comme ça. Au début en 2009 il valait rien et puis vers la fin de l'année 2009 il était monté jusqu'à $1. 2 ans plus tard il valait $10. 2 ans plus tard il valait $100 en 2013. Donc 2009, 2011, 2013. En 2015 il est monté jusqu'à $1 000. On a débarré l'année 2017 également à $1 000 et puis on est monté à $10 000 et même à $20 000 fin décembre 2017 où il y a eu ce pic un petit peu euphorique. Donc voilà, donc on a un zéro de plus tous les 2 ans. La question c'est est-ce que ce rythme reste le même dans les années qui viennent? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Si le rythme reste le même, ça veut dire qu'en 2019 il vaut $100 000, ce qui n'est pas le cas actuellement en fait, mais l'année n'est pas encore terminée. Et puis en 2021, à ce moment-là, on aura un Bitcoin qui vaut $1 million. Alors là, évidemment, on peut se dire c'est un petit peu fantaisiste et on peut regarder les choses un petit peu différemment. On peut les regarder comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un l'année dernière, en juillet 2018, qui a repris donc le cours de Bitcoin en version logarithmique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une version linéaire. Une version linéaire, on voit rien parce que la courbe est très plate et puis ça monte d'un seul coup. En version logarithmique, c'est plus simple. Donc on fait 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Donc en fait, ça, là, vous avez le cours de Bitcoin. Donc il a tracé des traits bleus, comme vous pouvez le voir. Il a fait une espèce de couloir pour imaginer ce que pourrait être le cours dans les années à venir. Voilà. Donc on peut se poser la question, si jamais effectivement les cycles se répètent, on a un cycle 1, 2, 3, 4. Si le cycle 4 se répète un petit peu comme se sont produits les cycles précédents, on peut supposer qu'on aura, d'après lui, donc un Bitcoin à 160 000 $ en août 2023, ce qui serait un peu plus cohérent que $1 million et un petit peu plus réaliste, on va dire. Voilà, ça c'est pour la partie, je dirais, cours et prix, hein, pour ceux qui sont intéressés par les prix. Ce qui est certain, c'est que moi j'ai pas la boule de cristal, donc je peux pas vous dire comment va évoluer l'actif. Je ne sais pas comment vont évoluer les crypto-monnaies à l'avenir. J'ai la conviction que les crypto-monnaies elles sont là pour rester. Quand on a une innovation technologique importante qui est un peu disruptive et qui change un peu des business models et qui crée comme ça de la valeur et qui optimise pas mal de choses, cette technologie-là ne disparaît pas. Donc moi je pense que les cryptos sont là pour rester et qu'on va être de plus en plus amené à les utiliser. Ce qui est certain, c'est qu'on a un potentiel de croissance qui est énorme. Là, je vous ai mis un petit point à droite qui est Bitcoin et qui est donc actuellement, on a une capitalisation qui est aux environs de 90 milliards de dollars, ce qui est tout petit en fait. L'ensemble des cryptos représente à peu près 180 milliards de dollars, pardon. Donc Bitcoin représente à peu près la moitié du marché des cryptos. Et si on fait une comparaison avec Amazon par exemple, qui est quand même juste une action d'une seule société en bourse, hein, ça veut dire qu'on est plus petit qu'une seule action en bourse. D'accord? Donc on est vraiment sur un tout petit marché. Et on peut faire aussi la comparaison avec Apple, avec les dollars en circulation qui représentent 1,7 trillion de dollars, donc c'est 1700 milliards de dollars. L'or qui représente 8500 milliards de dollars. Les monnaies physiques, les marchés boursiers, et si on compare avec toutes les monnaies qu'il y a sur Terre qui représentent à peu près 100 000 milliards. Voilà, donc 400 trillions. Voilà, donc c'est pour dire que voilà, on a un potentiel aujourd'hui de croissance qui est énorme et que il faut pas être impressionné de savoir qu'on a un Bitcoin
qui est valorisé à 80, enfin un marché qui est valorisé à 80 milliards. 80 milliards, c'est rien du tout à l'échelle de la planète et à l'échelle des autres marchés. Alors les principales cryptos, je vais vous les faire rapidement pour pas trop rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu long à expliquer. Bitcoin, c'est le roi Bitcoin, hein, c'est celui qui drive tout le marché, donc je viens d'en parler longuement, avec donc ce qu'on appelle la proof of work, la preuve de travail, hein, le système de minage dont je parlais tout à l'heure pour valider les transactions, donc qui peut être un moyen de paiement, une réserve de valeur. On a Ethereum qui a été créé en 2014 par un génie de l'informatique qui a pris le logiciel Bitcoin, qui l'a transformé, modifié et qui a créé donc une nouvelle blockchain qui s'appelle Ethereum et qui est en fait une espèce d'ordinateur mondial sur lequel les développeurs peuvent développer des nouvelles applications qu'on appelle des applications décentralisées, donc les DApps, les Decentralized Applications, avec mon anglais, mon accent magnifique, et développer également donc des smart contracts. Les smart contracts, rapidement d'une seule phrase, un smart contract c'est un programme autonome, entièrement autonome et automatisé, qui va en fait se déclencher, qui va se réaliser à partir du moment où on le déclenche, il va se réaliser et il réalise un certain nombre de tâches sans aucune intervention humaine. Ce qui pose évidemment plein de questions. Litecoin, on a EOS également qui est un concurrent d'Ethereum et qui a un autre principe de validation qui s'appelle le DPoS. On a Ripple qui est une startup américaine très connue qui travaille de manière très étroite avec les banques américaines pour essayer de trouver des nouveaux systèmes basés sur leur crypto qui s'appelle XRP pour donc améliorer leur processus de paiement. Et si jamais ils réussissent, il est possible que le système de Ripple peut éventuellement, potentiellement remplacer le réseau Swift, qui permet de faire des envois transfrontaliers. Pardon. On a Neo qui est également donc on appelle l'Ethereum chinois, c'est une autre blockchain qui fait concurrence à Ethereum. On a le Binance Coin qui est le jeton natif, donc qui est la crypto native d'une plateforme d'échange très connue qui s'appelle Binance, qui est devenue en l'espace d'un an, c'est devenu un espèce de mastodonte de la crypto-monnaie. Et pour vous donner une petite idée rapidement, en un an, ils ont réussi à dépasser le chiffre d'affaires de la Deutsche Bank. Donc pour une start-up, c'est plutôt pas mal. Et puis on a bien sûr donc ce qu'on appelle les stablecoins, donc Tether, USDT, le DAI, il y en a plein. Les stablecoins, ce sont en fait des jetons numériques qui sont émis et indexés sur le dollar ou sur l'euro. Par exemple, un Tether égale $1, donc il y a une parité parfaite. Et ça, ce sont des jetons numériques qui sont utilisés sur les places de marché pour faire du trading et pour réaliser des opérations financières. Alors, pourquoi investir dans les cryptoactifs? D'abord, la blockchain, c'est une nouvelle technologie qui, donc, aujourd'hui, développe un nouveau marché. Alors, c'est toujours difficile de dire la blockchain. Moi, j'ai du mal avec ça parce qu'en fait, il n'y a pas de blockchain. Il y a des blockchains. Il y a des protocoles qu'on appelle les protocoles à blockchain au pluriel. Il y a plein de sortes différentes. Il y a des blockchains publiques, des blockchains privées. Il y a plein de fonctionnalités possibles. Mais de toute façon, ça dégage, je dirais, ça développe un nouveau marché qui est absolument passionnant et fascinant, sur lequel on a quand même des milliers de startups dans le monde entier qui travaillent. On en a beaucoup chez nos voisins australiens qui travaillent beaucoup là-dessus, et un petit peu moins chez les Néo-Zélandais, mais il y en a quand même qui travaillent sur des projets. On a également donc aujourd'hui un phénomène qu'on appelle la tokenisation de l'économie, dont vous allez entendre parler très bientôt avec les STO. Donc c'est la crypto-finance qui est en marche, c'est-à-dire que on a aujourd'hui la possibilité avec cette technologie en fait de prendre des actifs traditionnels comme des actions de société par exemple, ou des titres de propriété ou des parts de SCI, on va les transformer en actifs numériques et on va à ce moment-là donc les proposer pour sur des marchés pour faire du financement, de l'autofinancement et etc. Je vais pas rentrer trop dans le détail, il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. Donc ça veut dire qu'on a une nouvelle classe d'actifs avec aujourd'hui l'arrivée des institutionnels qui est de plus en plus évidente. Elle l'était un tout petit peu en 2017, un peu plus en 2018 et elle l'est beaucoup cette année. Vous avez peut-être vu cette news passer dans les journaux, le Facebook, vous connaissez tous Facebook je pense. Donc Facebook a prévu de lancer un Facebook Coin qui est donc leur crypto-monnaie privée. Alors on a des news depuis la semaine dernière qui sont un petit peu différentes. Apparemment ils l'utiliseraient pour faire les paiements d'utilisateurs qui regardent des publicités. Donc c'est pour payer les utilisateurs qui regardent les publicités sur Facebook. Ils sont en train de créer quelque chose là-dessus. On peut supposer que c'est une première étape et qu'après il va y avoir d'autres étapes. Et on peut supposer qu'un jour ou l'autre, on échangera tous des cryptos avec nos réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Messenger et tous les réseaux qui appartiennent à Facebook. Les ETF, je rentre pas dans le détail, on en parlera tout à l'heure, c'est quelque chose de un peu pointu. Là, on est dans la finance, dans les produits dérivés boursiers. Bakkt, c'est une nouvelle plateforme que la bourse de New York est en train de créer. Elle est pas encore en route. Elle est pas encore en route en fait. Ils ont pas mal de soucis pour la mettre en place.
notamment des soucis de régulation, parce que ça pose plein de questions évidemment en termes de droit. Mais par contre, ça évolue très vite et très très bien. Et donc, moi, je pense que cette plateforme, qui est une plateforme en fait d'achat, de vente et de sauvegarde de crypto-monnaies, elle sera probablement elle sera ouverte certainement à la fin de l'année 2019, puisque la SEC devrait donner normalement son autorisation pour que ça se mette en place. Et puis le JP Morgan Coin, JP Morgan, tout le monde connaît, c'est une des plus grosses banques américaines, peut-être la plus grosse, je sais pas, qui a lancé donc son coin également, qui leur permet de faire des échanges entre je crois que ça concerne les grands comptes, donc ce sont les gros clients de JP Morgan. C'est un coin vraiment privé. On a de nombreux cas d'usage blockchain dans la banque, l'assurance, la santé, l'éducation, la protection des données, la traçabilité alimentaire. Tout ça a donné naissance à cette technologie qu'on appelle les technologies blockchain. On devrait dire les protocoles à blockchain au pluriel. Mais en tout état de cause, on a quelque chose qui va optimiser certains business models, qui va en changer d'autres, qui va donner lieu à des nouveaux services, des nouveaux produits. Et ça va, je dirais, impacter beaucoup d'industries. Et puis on a l'autre raison, c'est qu'on a une popularité en hausse, c'est-à-dire que toute l'année 2018, on a des marchés cryptoactifs. Si vous regardez les chiffres sur Internet, vous verrez que tous les cours se sont cassés la figure en fait l'an dernier, parce qu'ils sont montés en flèche en 2017. Donc les cours se sont effondrés toute l'année 2018, et pendant toute l'année 2018, le nombre de portefeuilles Bitcoin n'a fait qu'augmenter, et le nombre de transactions n'a fait qu'augmenter. Voilà, donc on a vraiment une popularité qui va vers le haut. Et puis donc on a un potentiel de gain gigantesque, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, chaque fois qu'on a un pic, ce sont des pics qui sont énormes. Mais on est bien sûr dans un domaine qui est risqué, hein. Les cryptoactifs, on est dans un domaine financier risqué puisqu'il n'est pas encore régulé, il n'est pas encore réglementé. Donc le conseil qui est donné habituellement, c'est si vous souhaitez investir dans les cryptoactifs, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ça c'est la phrase traditionnelle qu'on voit un peu partout. L'idée c'est, si vous avez un capital, utilisez une toute petite partie de votre capital pour investir dans ce domaine. Ça peut vous rapporter gros. Mais ça reste risqué, donc il faut être prudent. Et puis ça peut être une façon de diversifier son portefeuille. Nous on a un portfolio virtuel chez Crypto.c qu'on a ouvert le 1er janvier pour avoir une date de démarrage. Et donc on est aujourd'hui à plus 42%, donc c'est plutôt correct. Je pense qu'on terminera l'année bien au-delà de ça, mais pour l'instant on est à plus 40. Voilà, donc si vous êtes investisseur, formez-vous, ça c'est le conseil qu'on donne. Le domaine des cryptoactifs est un petit peu particulier, c'est différent de la bourse. Il y a des bonnes pratiques à maîtriser, des bons réflexes à avoir. Il n'y a rien de compliqué, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir de connaissances informatiques pour investir dans les cryptoactifs. C'est beaucoup une question de bon sens, et c'est des bonnes pratiques à maîtriser. Il faut avoir un petit peu l'habitude de manipuler les cryptos, de faire des transferts, d'ouvrir un compte sur Internet et transférer ses cryptos. C'est un petit peu particulier, il y a des petits réflexes à avoir, et c'est pour ça qu'on a monté, nous, on propose donc des formations d'investissement en crypto-monnaie chez Crypto.c. Si vous êtes chef d'entreprise, et je crois que c'est un petit peu le cas ce soir d'après ce que j'ai compris, formez-vous et surtout formez votre personnel. Tout à l'heure, je parlais de la banque, de l'assurance. Il n'y a pas que ces domaines-là, hein. Il y a aussi tous les domaines qui concernent ce qu'on appelle la supply chain, donc les domaines de la chaîne de fabrication. Hein. À partir du moment où on a un produit, on a des matières premières et on a fabrication d'un produit. Il y a différentes étapes qui sont mises en place. Aujourd'hui, la technologie blockchain va beaucoup impacter cette industrie-là, mais pas que celle-là. Voilà, donc si on est chef d'entreprise, on a tout intérêt à s'intéresser à cette nouvelle technologie qui est vraiment toute récente, toute neuve, parce que le jour où elle se met en place et que vos concurrents ont pris l'avance sur vous, après c'est très compliqué de rattraper le retard. Je pense que dans l'immédiat, comme on est au tout début de l'aventure de la blockchain, les formations qu'on propose, ce sont des formations d'acculturation. L'idée, c'est dans un premier temps, il ne s'agit pas d'investissement pour les entreprises. Il s'agit d'aider en fait les entreprises à former leur personnel, à familiariser en fait le personnel, à s'habituer à cette technique qu'on appelle les registres distribués. En fait, ça s'appelle les DLT. Je l'ai pas précisé tout à l'heure, hein. Donc DLT, c'est un terme anglais, c'est Distributed Ledger Technologies, donc les technologies de registres distribués qu'on va donc tous utiliser à un moment donné ou un autre de notre vie courante. On est sur quelque chose de nouveau et il faut tout de suite commencer à s'y intéresser parce que le jour où ça arrive, potentiellement, c'est un petit peu, ça fait penser à ces quelques entreprises qui, au moment de la création d'Internet, n'ont pas vu Internet arriver, et n'ont pas compris que Internet allait tout changer et allait modifier leur business model et changer beaucoup de choses. Et elles se sont pas engouffrées dans la brèche d'Internet. Et ça a
créé pas mal de soucis. Il y a des entreprises qui ont disparu parce qu'elles n'ont pas réussi à s'adapter à cette nouvelle économie. Aujourd'hui, on a un peu la même situation avec la blockchain. Voilà, donc chez Crypto.c, je termine juste par ça rapidement pour les formations. On a différents types de formations. Là, je me fais un peu de publicité. On a différents types de formations, donc je vais rapidement les passer, puis je les laisserai à l'écran, comme ça vous pourrez lire tout à l'heure. On a une petite formation de 2 heures pour ceux qui veulent apprendre, comprendre, éventuellement savoir un petit peu comment investir et transférer ses cryptos, et comment les sécuriser à 100%, puisqu'il faut savoir les sécuriser. On a une formation classique de 4 heures qui permet en fait de maîtriser également donc les bases, trouver les bonnes infos, éviter les arnaques, ouvrir un compte, acheter ses bitcoins, télécharger bon wallet, etc. Et tout ce qui concerne la sécurisation des actifs. Et puis on a une formation premium de 8 heures qui là est plus destinée aux investisseurs qui veulent investir un capital un petit peu plus important et qui veulent éventuellement se créer un portefeuille diversifié, comme on se crée un portefeuille diversifié d'actions en bourse, hein, c'est le même principe. Il faut savoir qu'il y a tellement de cryptoactifs qu'on est vite noyé. Et donc, il faut travailler un petit peu sur les critères de sélection et savoir comment se monter son portefeuille. Donc, on a dans cette formation, bien sûr, les fondamentaux, découvrir, comprendre, trouver les bonnes infos, les stratégies d'investissement, les cryptos. On aborde également le thème des ICO. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler des ICO. Les ICO, ce sont des levées de fonds en crypto-monnaie. Voilà, on a une possibilité aujourd'hui de lancer des levées de fonds en crypto-monnaie, et c'est un petit peu particulier, c'est tout à fait nouveau, c'est tout à fait différent de ce qui existait jusqu'à présent, et ça ressemble à rien de ce qui existait jusqu'à présent. Donc c'est pour ça que ça demande un petit peu d'études et de rentrer un peu dans le détail du système pour savoir si c'est intéressant d'investir ou non. Et puis, bien sûr, comment acheter, transférer ces cryptos, les sécuriser, etc. Et puis une formation VIP pour ceux qui souhaitent une formation personnalisée avec un coach. Voilà, donc ça c'est toutes les formations qu'on propose chez Crypto.c. Ce sont les formations qui sont aujourd'hui disponibles et qu'on a déjà démarré. Et puis les formations pour les entreprises sur l'acculturation, je vais y arriver, l'acculturation blockchain, ça ce sont des formations qu'on va proposer à partir du mois de juin, et on va contacter donc les entreprises, on va essayer de se faire connaître, et puis on va contacter donc les institutions calédoniennes, les administrations qui seront très intéressées parce que avec une blockchain on peut aussi faire des systèmes de vote électronique. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure. On peut faire de la preuve d'existence, on peut faire de la certification de diplôme. Enfin, vraiment, le nombre de possibilités et d'applications possibles en blockchain est absolument énorme. Donc, c'est quelque chose dont vous entendrez parler quoi qu'il arrive à un moment ou à un autre. Pour l'instant, c'est un petit peu confidentiel parce que on est au début. Mais si la Calédonie veut se faire connaître, pourquoi pas, ça serait intéressant qu'on se lance un petit peu dans l'innovation. Là, on est vraiment dans l'économie du numérique, hein. On est dans le cyberespace, mais on est sur des choses qui sont très concrètes. Quand je parle de certification de diplôme, aujourd'hui les DRH, si vous regardez un petit peu des interviews de DRH et si vous étudiez un petit peu le problème, on s'aperçoit que beaucoup de DRH et beaucoup de sociétés sont très embêtés aujourd'hui, puisqu'en 10 ans, je crois que les faux diplômes ont été multipliés par 15. Voilà, on a donc avec le numérique, on peut fabriquer des choses parfaites de façon assez facile. Et les DRH qui ont besoin d'embaucher des gens qui ont une qualification spécifique et qui donc nécessairement ont besoin des diplômes, aujourd'hui peuvent se présenter avec des faux diplômes et les DRH s'arrachent les cheveux parce que pour être sûr que la personne qu'on embauche a le bon diplôme, il faut aller vérifier, ça prend des heures et des heures, ça coûte de l'argent aux entreprises. Aujourd'hui, il y a des certifications de diplômes qui sont possibles sur des blockchains. Il y a des dizaines de startups, notamment des startups françaises. On est très 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 en pointe à ce niveau-là, qui se développent et que j'ai rencontré moi l'année dernière au mois d'octobre-novembre, après avoir suivi donc une formation blockchain avec Blockchain France. Donc je suis certifié Blockchain France et pour l'instant je suis le seul sur le territoire à avoir cette certification, ce qui me permet en fait de vous proposer ce type de formation, acculturation blockchain et formation en investissement pour ceux qui veulent investir. Voilà, donc on est aujourd'hui témoin d'une révolution numérique, économique, technologique, monétaire, ça c'est sûr, et potentiellement sociale. Et c'est très très intéressant de regarder de près tout ce qui se fait aujourd'hui dans le numérique pour préparer l'avenir. Voilà, et je vous remercie de m'avoir écouté.